critique pour son premier long métrage, les rencontres d'après-minuit, que j'espère que vous serez nombreux à venir découvrir ou redécouvrir tout à l'heure. Il avait déjà réalisé une poignée de courts fulgurants depuis les années 90, peut-être que vous en avez vu certains. 2000 ah, je suis allé un peu loin en arrière. Alors oui, By the Kiss, Entr'acte, Jouer petite fille, Les Astres Noirs. Le dernier c'est Land of My Dreams, je crois. Voilà. Donc il est passé au long pour les rencontres d'après minuit. C'est vrai qu'à Cannes il y avait beaucoup de films français cette année, mais celui-là était vraiment unique, singulier, et se distinguait de tous ses amis cinéastes qui faisaient leur premier pas. Et donc on s'est dit, pourquoi pas lui donner une belle carte blanche cette année autour d'Utopia. Puisque c'est vrai que les rencontres d'après minuit ont beaucoup à voir d'une certaine manière avec une sorte de communauté comme ça utopique qui se crée dans ce film. Et puis donc Yann nous a proposé plusieurs films. La liste était longue et belle. Après il fallait trouver les copies et faire des choix. Donc on est quand même assez content. Je pense que Yann aussi, que des copies en 35 mm. La plupart proviennent de Cinémathèque. Donc ce soir c'est Zoo Zéro d'Alain Fleischer. Alain Fleischer, juste deux mots, il est écrivain, le directeur de l'école Studio National des Arts Contemporains, le Frénois, à Tourcoing, photographe et cinéaste. Il a fait beaucoup de documentaires sur Klossowski, Boltanski, sur un des derniers, c'est Conversation avec Jean-Luc Godard en 2009, et puis aussi des fictions assez précieuses, assez étranges, Dehors dedans, déjà avec Catherine Jourdan en 1974, et puis le Zoo Zéro que vous allez découvrir ce soir. Je vais laisser la parole enfin à Yann pour vous en parler. Merci Olivier, merci d'être aussi nombreux. Je trouve qu'il y a du monde pour ce film tellement étrange que vous allez peut-être découvrir pour la plupart. Je ne sais pas s'il y en a certains qui l'ont déjà vu. Pour ma part, moi c'est un film que j'ai découvert quasiment après l'écriture de mon scénario en fait. Donc il a plutôt influencé l'esthétique du film que l'écriture. Tout ça est parti d'une personne de ma famille qui par hasard a passé quelques jours, quelques nuits chez Catherine Jourdan, l'héroïne du film, qui est une des actrices les plus singulières et les plus incroyables que j'ai jamais vues moi sur un écran. Et donc il me racontait qu'elle était depuis des années cloîtrée chez elle, qu'elle avait une peur folle du monde extérieur. Et ça m'a vraiment fasciné. Et je pense que ça m'a aidé aussi à redéfinir un peu le personnage de la star qui est dans mon film, un personnage de star. Et donc voilà, j'ai découvert à ce moment-là Zoo Zéro. C'est un des rares films dans lesquels elle tient le rôle principal avec Les années après d'Alain Rambouillet. Et voilà, c'est un film très très étonnant, vous allez voir. C'est un film quasiment monochrome en fait, qui se déroule à chaque fois dans une espèce de nuit bleue. Tout est bleu dans le film, quasiment tout. Et c'est un film que j'aime beaucoup par rapport à son casting aussi. C'est une espèce de troupe fantastique d'acteurs un peu transgenres, un peu fous des années 70. Il y a Pierre Clémenti, il y a Ali Davali, Gérald, Lisette Malidor, enfin des gens assez incroyables. Et j'adore ce côté très coloré, très singulier du casting. Et puis voilà, c'est surtout la présence de Catherine Jourdan dans le film que je trouve absolument ahurissante, notamment dans une des toutes premières séquences où elle chante, une espèce de cabaret fantôme, avec des personnages fantastiques, un peu mi-humains. Donc je vous en dis pas plus. De toute façon, je serais incapable de vous dire ce que raconte le film. Je crois qu'on s'en fout un peu. C'est un film qui nous balade comme ça, qui est une sorte de labyrinthe sensoriel,
dans lequel il faut se laisser plonger. Je vous souhaite une bonne projection, et puis ceux qui n'ont pas vu mon film, je serais ravi que vous veniez. Je crois que c'est à 20h45, je crois, c'est ça? 21h, je sais plus. 20h45. Peut-être tout à l'heure, Breakfast Club ou 00, le film d'Alain Fleischer, pardon. Donc là, on est très heureux pour ceux qui découvrent ou viennent redécouvrir les rencontres d'après-midi de Yann Gonzalez, qui a fait sa première à Cannes, qui était très remarqué parmi les premiers films des jeunes auteurs français. Yann, après, une poignée de courts-métrages magnifiques, By the Kiss, Entr'acte, Je voulais petite fille, Land of My Dreams. Il est passé au long métrage avec ce film dans lequel on retrouve tout son univers. Je vais laisser la parole à Stéphane Dumilido pour le présenter, mais pour dire juste quelques mots. On était vraiment immensément touchés que Fabienne Bab soit avec nous ce soir. Vous venez de loin. Fabienne Bab, qu'on a découvert avec Hurlevent 84, le film de Jacques Rivette, de Bruit de Fureur, de Brissot, Le Bar des Rails en 91, et puis Piala, Téchiné, Jean-Claude Guiguet, les frères Dardenne, Ken Loach, carrière vertigineuse. Aujourd'hui, Yann Gonzalez. Je leur laisse la parole à tous les trois. Bonsoir. Tout d'abord, j'étais assez surpris que Olivier passe pas un de ses films fétiches, qui est Derrière la porte verte. Je me suis dit, ça serait quand même, moi je l'ai présenté 2 fois, chaque fois il me dit viens présenter Derrière la porte verte, je me suis dit ça aurait été l'occasion, quand même, l'utopie, qui repasse un peu son film préféré. Mais donc, à la place de Derrière la porte verte, on a Les Rencontres d'après-midi, qui est peut-être la version 2014, donc de Derrière la porte verte, puisque il faut franchir une porte pour aller dans un univers, dans un monde où justement le désir va être mis un peu épidermiquement, comment dire, écorché vif, quoi. Donc on va vraiment toucher à l'essence du désir. Donc c'est vraiment presque un bien pour un mal. Et justement, je suis très content de présenter le film parce que Yann, je le connais depuis 15 ans. Plus peut-être, 20 ans peut-être, ou à l'époque où c'était un jeune garçon qui faisait beaucoup de films expérimentaux. Non, mais moi j'en faisais pas. T'en faisais pas? Moi j'avais l'impression que t'en faisais pas. Donc en tout cas, J'étais étudiant en cinéma, et toi tu faisais des films, et t'as notamment fait un film dans lequel j'apparais. J'aimerais beaucoup. En tout cas, on était une bande qui était dans les mêmes cercles, en tout cas. Et justement, on parlait de cinéma expérimental, mais pas seulement, quand on parlait aussi de porno, on parlait de films de vampires, on parlait de films d'horreur, des films de genre là, etc. Et donc moi, j'ai vu ces courts-métrages, je retrouvais évidemment tout ce qu'il était. Mes goûts déviants. Voilà. Et je me disais, est-ce que le long-métrage, d'un coup, on va pas se retrouver, qui sait, d'un coup, une autre personnalité qui s'affirme, qui n'est pas du tout celle que je connais, mais qui est une personne qui filmerait, je sais pas, des séparations déchirantes sur le quai d'un métro, par exemple, ou des choses comme ça. Et en fait, non, pas du tout. Dans les rencontres d'après-midi, on retrouve... L'après-midi. L'amour, c'est l'amour l'après-midi, mais on se rencontre plutôt l'après-midi. Et justement, j'ai retrouvé évidemment tout ce qu'il était, et tout... J'avais l'impression que même que tous les personnages, ça pouvait être lui, en fait. Voilà. Même Udo, alors je ne sais pas s'il a des costumes de gouvernante dans son placard, peut-être, mais j'avais l'impression que tous les personnages pouvaient parler à sa place pour dire aussi ce qu'il était et aussi affirmer quelque chose d'assez fort qui par les temps qui courent, c'est presque un peu dommage de dire que le film devient de plus en plus crucial maintenant, en fait. Depuis quelques mois, on a l'impression qu'évidemment... là, on est en train de sur l'utopie, mais qu'il y a des contre-utopies qui se mettent en place. Voilà, des choses qui sont un peu plus vissées, un peu plus serrées sur le domaine de la sexualité, avec des gens qui revendiquent qu'il faudrait retourner quelques décennies en arrière, justement, où il faudrait se taire et que les sexualités et les désirs soient étouffés. Donc c'est un film, je trouve, qui a encore plus sa place maintenant. Et puis donc, Fabienne Bab, évidemment, mais... moi aussi, je suis très très content de la rencontrer, puisque bon, c'est quelqu'un
aussi j'ai vu dans les films de Rivette, dans Hurlevent. Et justement, une période du cinéma où il y avait encore, voilà, cette utopie du cinéma des années 70 qui perdurait. C'était encore là. Et ça, c'est quelque chose dont on parlera un peu plus tard, hein, on parlera après la séance. Justement, quelles sont les utopies qui sont vivaces à l'intérieur du film de Yann, ces utopies qui ne sont pas uniquement des utopies sexuelles, mais qui sont des utopies de cinéma aussi. Voilà, où toutes ces figures incarnent des genres différents qui peuvent aussi cohabiter. Voilà, est-ce que vous voulez dire un mot pour présenter Non, moi ce que je voulais dire, c'est que en fait, j'ai rencontré Yann pour ce film, et ça faisait 2 ans que je n'avais pas tourné de film de cinéma, et c'est vrai que tout d'un coup d'être sur le plateau, je me suis dit, voilà, bon, bah, c'était comme un peu, je me suis dit, tiens, c'est un peu ma destinée de faire des films avec un certain style de réalisateur. Et je trouvais génial que, voilà, c'était son premier film, donc on ne sait jamais ce que va donner, ce que va faire un metteur en scène, même si c'est vrai que tu as fait déjà beaucoup de petits films. Et j'ai eu l'impression que c'était complètement dans la lignée des films que j'avais faits. Comme quoi on n'échappe pas son destin quelque part. Voilà, j'ai fait des films avec des metteurs en scène que tu as cités tout à l'heure, voilà, qui ont fait des films un peu particuliers, mais surtout avec des univers très forts, je trouve. Et voilà, bah, Yann fait partie, voilà, j'étais contente c'est ma famille. Moi aussi, je suis très heureux d'avoir travaillé avec toi. On va pas s'autocongratuler. Moi, je vais pas dire grand-chose. Je suis juste vraiment ravi d'être en si bonne compagnie ce soir avec tous ces films amis autour de moi, qui font comme une communauté aussi, un peu comme la communauté du film. Et voilà, je vous laisse planer, j'espère, et rêver un peu avec le film. Et on se voit juste après pour répondre à vos questions. Merci à Stéphane, Fabienne et Olivier. Et à tout à l'heure, bonne projection. C'est un des réprouvés de la société qui d'un coup se retrouve dans cet appartement pour une partouze à laquelle personne ne croit finalement, mais qui va être une communion, en fait, hein, une communion d'idées et je trouve que ça dit quelque chose aussi de l'époque, parce que chaque époque raconte l'utopie de façon différente. Et là, en effet, on est dans un monde qui est glacé, quoi, glacé avec. Ça, c'est un monde dans lequel le lien s'est dissous. Et du coup, j'ai l'impression que ce lien se reconstruit pendant cette nuit. Et ces personnages sont là finalement pour faire du lien, pour se lier. Et Fabienne, toi, quand tu as commencé tes premiers rôles, donc je pensais à Rivette, c'était en 83, c'est ça, 84. Voilà, bon. Mais il y avait quand même chez les cinéastes aussi, qui étaient des cinéastes des années 70 ou encore Rivette, est-ce qu'il y avait quand même un idéal que tu percevais de faire du cinéma, de parler du monde différemment? Je l'ai toujours quand même. Quoi, je sais pas, je pense que quand on va au cinéma, c'est aussi un peu pour voir un certain idéal. Quand tu parlais d'utopie, moi je pense au film de Yann, et puis je pense que l'utopie c'est un truc en fait tellement naturel, c'est l'amour en fait. L'utopie c'est qu'on arrive, voilà, on a tous besoin d'amour, on a envie d'y croire, et on le vit d'ailleurs, je pense que tout le monde le vit, mais quelquefois c'est difficile, et quelquefois ça prend des chemins sinueux, mais voilà, que ce soit Hurlevent, qui était c'était une adaptation des Hauts d'Hurlevent d'Emily Brontë, donc c'était vraiment une grande histoire d'amour, très romantique. Je pense que le cinéma raconte beaucoup ça. Et l'utopie, entre guillemets, parce que justement, il ne faut pas... c'est ces histoires d'amour. Moi, j'aimerais savoir aussi plus concrètement, à quel moment tu as rencontré Yann, et quand il est arrivé avec son scénario en disant oui, j'aimerais vous donner le rôle de la star, etc. La première fois... Je vais tout vous dire. Donc tu l'as rencontré, quel effet ça t'a fait de voir ce jeune homme arriver? Alors, en fait, j'ai reçu le scénario par mail, et
Au début, j'ai cru que c'était un genre court métrage ou moyen métrage. Et puis en le lisant, tout d'un coup, je me suis aperçue, je me suis dit, mais il y a beaucoup de pages. Et puis j'ai commencé vraiment à le lire attentivement et je me suis dit, mais c'est magnifique, quoi. Voilà, ça fait longtemps que je n'avais pas lu des scénarios comme ça. Et donc après j'ai été voir mon agent et qui m'a dit oui mais voilà, bon ben comment on fait pour rencontrer que je lui ai demandé comment on fait pour rencontrer ce metteur en scène. Et donc on m'a fait savoir que dans un même rencontré, je vais choisir l'endroit. Et j'ai proposé le Lutetia à Paris parce que je trouvais que ça avait par rapport au rôle, ça fait très star. Et on s'est rencontrés le lendemain. Et ce qui était incroyable, c'est que quand je suis arrivée, Yann avait un grand sourire. Moi aussi. Parce que c'est ça les rencontres, quand les choses sont évidentes. Quand tout d'un coup, les choses sont là. Et qu'on n'est pas en train de se dire, il faut que je calcule, il faut que je lui plaise, il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça. Il y a une évidence, parce que tu m'avais choisi, que moi j'avais envie de faire le film. Et voilà, et après on a discuté, et puis à un moment j'en ai eu marre de discuter, je lui ai dit bon alors, parce qu'en fait j'avais besoin d'avoir aussi une réponse, et j'ai dit bon, est-ce que tu as envie que je fasse ce film? Et tu m'as dit un truc très joli, tu m'as dit j'ai d'autres rendez-vous, mais si tu le fais, j'annule tout. Et ça m'a plu, parce que voilà, c'est ça aussi les belles rencontres. Et voilà, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés, et un mois après on démarrait le film. Je pense qu'à un moment, quand on pense à un personnage, on cristallise sur quelqu'un. Et à ce moment-là, c'était assez peu de temps avant le tournage. Et tout à coup, quelqu'un m'a fait penser à Fabienne Bas, mais je ne sais pas pourquoi je n'y avais pas pensé avant, en fait. Et j'ai relu le scénario avec l'image de Fabienne aujourd'hui, en tout cas dans les films récents que j'avais vus avec Fabienne. Même si je connaissais très bien la carrière de Fabienne, j'avais vraiment grandi avec ses films, etc. Tout à coup, j'ai relu le scénario et je me suis mis à pleurer, en fait, en pensant à Fabienne. Je me dis, moi, voilà, du coup, c'était évident, je savais que ça allait être elle. Et, ouais. Pas par vanité, mais c'est vraiment beau quand un metteur en scène dit ça, quoi. C'est aussi c'est vraiment l'amour de la vie, c'est pas l'amour, il est grand, c'est comme un cas. C'est vraiment beau. Et ça commence vraiment à projeter un visage sur un personnage, quoi. Et là c'était vraiment évident. C'est vrai que les personnages de rencontre pourraient être uniquement des stéréotypes, en fait. Si tu veux, évidemment, leur nom, la star, l'adolescent, etc. Et justement, s'il y avait pour la star une star qui porte déjà un bagage extrêmement glamour et, mettons, un mannequin de mode, je ne sais pas si tu veux, justement le personnage aurait été extrêmement froid, et on n'aurait pas senti l'autre partie qui était l'émotion par rapport à son fils et l'émotion qu'elle transmet, puisque c'est un personnage qui fait circuler l'amour aussi entre les personnages. Mais par ailleurs, pour moi, Fabienne était vraiment une star, parce que c'était l'égérie du cinéma d'auteur des années 90, c'était vraiment le cinéma que j'aimais quand j'avais 16-17 ans, les films de Guiguet, les films de Vicali, les films de Brissot, etc. Et du coup, ouais, c'était une des stars de mon adolescence, quoi. Donc c'était à la fois, je pense, un personnage de composition, un rôle de composition pour toi, et pour moi, il y avait cette évidence, c'était ma star. Mais tout à l'heure, on reparlait un peu de la présentation et Fabienne fait un box assez joli sur derrière la porte verte et derrière la porte ouverte, en fait. Et justement, on parlait comme ça, d'une sorte de climat actuel, hein, quand même, donc il faut parler. Hein. Et que cette porte qui était ouverte, qui est toujours ouverte, mais qui parfois est juste entrouverte, etc., en ce moment, on a l'impression qu'on veut vraiment la refermer violemment. C'est-à-dire, certaines, on ne va pas parler d'utopie, parce que c'est pas une utopie, c'est absolument naturel, hein, ce qu'on a appelé la révolution sexuelle, ou enfin bon, le fait de vivre ses désirs sans tabou, ou en tout cas que personne ne vienne nous dire tu n'as pas le droit d'être ça, tu n'as pas le droit d'avoir cette sexualité, tu n'as pas le droit de faire ci ou ça. En ce moment, c'est quelque chose qu'évidemment, on s'en rend tous compte. Hein. On ne va pas prendre de gants pour dire qu'il y a
des manifestations, des associations qui veulent vraiment refermer cette porte et nous renvoyer à quelque chose qui serait, même pas les années 40, mais les années 30 ou même avant. Et justement, le film de Yann, qui était déjà un film assez crucial lorsqu'il est sorti, d'un coup prend en effet encore plus une dimension importante. Est-ce que tu as envie de dire quelque chose par rapport à ça? Et puis Fabienne aussi d'ailleurs, hein, puisque... Non, comme tu dis, pour moi ça me semblait naturel, et c'est la façon dont je vois mes personnages, et je crois que je crée les espèces de personnages idéaux comme ça qui pourraient être moi dans une vie fantasmée, et donc j'ai envie qu'ils soient ultra ouverts, ultra perméables en fait à leurs propres désirs et aux désirs des autres. Donc du coup oui, puis je pense qu'il y avait déjà cette violence malgré tout quand j'ai commencé à l'écrire. C'était à l'été 2009, donc ça fait presque 5 ans déjà, quand j'ai commencé à écrire le scénario. Et je pense que je ressentais d'une certaine façon déjà cette... je dirais même pas cette intolérance, parce que c'est même pas de l'intolérance, c'est une espèce de bêtise et de violence comme ça qui me frappait, quoi. Et du coup, je pense que inconsciemment, j'ai voulu écrire un peu en réaction à ça, mais tout ça je l'ai pas formulé, c'était vraiment quelque chose que je ressentais d'un peu intuitif comme ça, mais qui effectivement aujourd'hui, quand on voit surtout la fin du film, en fait prend vraiment fait sens, quoi. Cette idée de famille composée d'une gouvernante travestie, d'une jeune veuve et d'un enfant, d'un chien perdu sans collier, quoi, d'un adolescent comme ça un peu paumé. Pour moi, c'est magnifique, quoi. C'est vraiment une famille de cœur, une famille d'élection, quoi. Pour moi, la famille, c'est ça. Non, je voudrais juste dire que moi, j'ai grandi avec l'idée d'une grande liberté sexuelle. Qu'effectivement, on allait tous bien après les années 70, que ça allait continuer, que c'était génial, que la femme, c'était super et tout ça. Mais c'est très intéressant parce qu'en fait, ton film, il parle plus d'amour que de liberté sexuelle, et que c'est ça un peu toujours le problème, quoi. Je veux dire, en tant que femme, je me suis aperçue qu'on pouvait pas non plus, que c'était pas si simple. Les rapports hommes-femmes sont pas si simples, et moi je dois dire que quelquefois quand je vois les couvertures de magazines avec les filles, les gros seins, les trucs à poil, ça me gêne. Parce que pour moi c'est pas ça la liberté de la femme, c'est pas ça la beauté de la femme, c'est pas ça la sexualité, je dirais, de tout le monde. Et donc voilà, l'utopie, elle était là. Moi, je sais, quand j'étais jeune, on m'a dit vas-y, tu peux faire ce que tu veux. Quoi. C'est ce que j'ai compris, hein, dans le message de la société. En fait, bon, évidemment, c'est pas ça, c'était trop tôt peut-être, et peut-être que ça n'existera pas. En tout cas, c'est une vraie utopie qu'on a vécue à ce moment-là. Et finalement, peut-être l'important, c'est pas la sexualité à tout rompre, que c'est surtout l'amour, et c'est vrai que c'est un peu ce que dit ton film, c'est-à-dire que la sexualité, c'est un prisme, voilà, et puis, mais l'important c'est l'amour entre les êtres, c'est l'amour, les familles, les bandes, trouver des gens avec qui on s'entend, avec qui on est, et on en est là aujourd'hui, et il faut faire avec, mais c'est bien aussi. Faisons tous l'amour. Oui, Sérieusement. C'est vrai que moi j'ai beaucoup l'idée de cette partouze qui n'arrive jamais, tu vois, mais c'est le plus dur. Tu finis par arriver. Tu finis par arriver, bien sûr. Oui, mais l'idée, bon, ça reste toujours en suspens, parce que finalement, cette espèce de grande utopie sexuelle, mettons l'utopie amoureuse, ça je le comprends très bien, tu vois, que ce soit vraiment ce qui est le plus important, c'est que tout le monde choisit qui il veut en amour, mais que l'utopie sexuelle, bon, on ne peut pas la représenter, c'est comme la révolution en fait, hein. Ça reste toujours quelque chose qui est là, vers laquelle on tend, mais si jamais on l'atteint, il faudra que ça aille toujours peut-être un peu plus loin, que ça soit un peu plus je sais pas. Mais là peut-être on va laisser la parole. Bonsoir, moi j'avais 2 questions. Pour retomber tout de suite en dehors des sentiments dont je rigole. Pardon. Sur le choix de ce qui me semble être
une postiche sur la magnifique queue de Eric Cantona. Est-ce que c'en est bien une? Est-ce que ça a été une question? Est-ce que vous vous êtes dit je montre pas? Parce que c'est effectivement un film très pudique. Donc voilà, est-ce que ça a été des questions? Voilà, ça c'est la première. Et la deuxième, alors vous parlez de la fin comme un retour évidemment de famille, mais du coup c'est une famille très réduite. Bien sûr il y a l'idée de bande, mais du coup moi ça m'évoque quand même que les utopies au cinéma ont été très très courtes, et que dès les années 70 il y a des films très 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 mélancoliques. Et moi, ça me fait beaucoup penser à La Maman et la putain d'Eustache. Et voilà, je veux savoir si c'était, même dans les mots, la manière dont on parle, aimable, enfin voilà, il y a quelque chose qui est de l'ordre de la mélancolie, et aussi par rapport à ce film. Est-ce que c'est quelque chose qui vous parle ou pas du tout? Est-ce que c'est un fantasme du spectateur? Voilà. Ah oui, c'est bon, j'ai celui-là. Alors, sur les questions de la postiche, tout est vrai. Non, mais... Moi, j'ai toujours envie de faire plaisir à mon spectateur, en fait. De me faire plaisir à moi aussi. Je me dis qu'on parle tellement de cette queue que à un moment, oui, à force d'allumer et tout, hein, il faut la voir, il faut la montrer, quoi. Donc non, la question s'est jamais posée. Pour moi, c'était évident qu'il fallait la montrer depuis le début. Mais j'aimais bien l'idée d'allumer un peu, c'est-à-dire que par 2 fois, il va pour se débraguetter. Et puis finalement, j'ai l'impression que les gens se disent bon, non, il va jamais le faire, c'est un truc de petit allumeur, justement. Et non, je suis allumeur, mais parfois je passe à l'acte aussi. Et donc finalement, il a ça. Ouais. Et par rapport à Eustache, ouais, oui, évidemment, comme beaucoup de gens, c'est pas très original, mais c'est vraiment un film qui m'a habité, qui m'a traversé. Et j'ai pas forcément pensé pendant l'écriture, mais en le revoyant aujourd'hui, enfin en revoyant le film au montage et après, je me rends bien compte qu'il y a quelque chose d'inconscient qui part d'Eustache, quoi. C'est sûr, quoi. Notamment le monologue de Françoise Lebrun, le fameux monologue justement qui parle presque de la famille aussi, de cette rencontre à 3 et de l'impossibilité de la vivre à fond, et en même temps cette chose miraculeuse qui est la rencontre, quoi, qui est le lien entre ces 3 êtres. Donc oui, évidemment, c'est un film qui m'a bouleversé, qui me bouleverse toujours aujourd'hui. Vous avez dit dans une interview que le titre du film s'inspirait d'un roman perdu d'un écrivain du début du XXe siècle. Ce serait possible de nous expliquer qui est cet écrivain et quel est le lien, disons, qu'entretient ce film avec le journal de l'écrivain en question? Ouais, effectivement, le titre est apparu tout de suite parce que j'étais plongé à l'époque quand j'ai commencé à écrire le film dans le journal de Mireille Havet, qui était qui est un écrivain des années, enfin, je sais pas si j'aime pas le mot écrivaine, donc je dis toujours écrivain, une femme écrivain des années 20, des années folles, et qui était une proche de Cocteau. Qui a eu une vie très turbulente en fait, et à la fin de sa vie elle errait d'hôtel en hôtel, elle n'avait pas de domicile fixe, et elle avait écrit un manuscrit qui s'appelait Les Rencontres d'après minuit, qui s'est perdu en fait. On n'a jamais retrouvé, et qui était censé raconter toutes ses aventures sexuelles et tendres avec ses maîtresses. Elle était homosexuelle. Et je me suis senti vraiment happé par ce journal qu'on a découvert récemment, en fait. C'est quelqu'un qui avait été complètement oublié, et je crois que c'est dans les années 90 qu'on a retrouvé dans un grenier le journal de Mireille Havet. Et c'est une des choses les plus belles qui m'ait été donnée de lire, et voilà, je pense que c'est une écriture dont une fois qu'on a goûté à ça, on en est imprégné, vraiment, on en garde la trace, et du coup elle rejaillit, quoi. C'est une écriture d'un lyrisme, d'une sensibilité, c'est vraiment écorché vif et entier, quoi, et d'une intensité folle tout le temps, en fait. C'est quelqu'un qui
qui pouvait être dans une espèce de bonheur extatique un jour et dans une dépression profonde le lendemain, et qui passait comme ça d'un sommet, d'une cime à la tombe presque, de jour en jour, quoi. Et donc voilà, je vous conseille à tous, si jamais c'est édité aux éditions Claire Pollan, si vous tombez sur ce recueil, c'est en 4 volumes, je crois. Ce journal, c'est vraiment une chose qui, je pense, vous accompagnera toute votre vie. Et j'aimais beaucoup cette idée de prendre le titre d'un roman disparu, d'un roman que personne ne lira jamais, et comme un roman fantôme, en fait. C'est un film qui parle de ça, des fantômes, des morts qui reviennent et qui nous hantent. Non, personne ne meurt. C'est son premier rôle, je crois qu'il avait joué enfant dans une série télé avec son père, Fabio Montal. Merci Stéphane. Moi je l'ai vu en interview à la télé, et puis tout simplement il y avait tellement d'écho avec le personnage que j'ai eu une évidence. C'était ce côté très énervé, au sens fort du terme, un mélange d'arrogance et d'ultra-sensibilité, et qui est quelqu'un de totalement perdu et en même temps très gâté. Enfin, c'était très beau tout ce qui l'habitait et qui contrastait en lui, en fait. Mais je voulais quand même être sûr, et je lui ai fait passer des essais, et puis voilà, il m'a vraiment ému aux larmes pendant les essais. Je lui ai fait lire un texte qui n'avait rien à voir avec le film, et c'était d'emblée très 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 beau, très très fort, et voilà, ça n'a pas toujours été facile de travailler avec lui, mais mais en même temps, voilà, moi je suis très con. Mais oui, on l'aimait beaucoup. C'était vraiment comme un enfant sauvage qu'il fallait apprivoiser, en fait. Donc, pendant 3 jours, on a eu du mal à l'apprivoiser, et puis après, il nous a fait confiance, en fait, quelque part, je crois, pendant le tournage au moins. Non, mais moi ça m'amusait, parce qu'après, Alain Delon a fait des déclarations absolument un peu désastreuses, hein, et je me disais, non mais voilà un conseil aux jeunes révoltés, si vous avez des parents réac, tournez des films queer, hein. C'est le premier pied. J'avais déjà tourné 3 courts-métrages avec elle, c'est quelqu'un que j'avais découvert au théâtre et qui d'emblée m'avait marqué. Et ouais, j'ai vraiment écrit mes 3 premiers cours en pensant à elle. Après, j'ai fait 3 cours sans elle, pour voir un peu ce que ça faisait de vivre sans mon lectrice. Et puis, évidemment, il n'était pas question de faire mon premier long sans Kate. Mais voilà, parce que je crois que j'ai cette idée que quand je commence à travailler avec quelqu'un, il fait partie, c'est peut-être illusoire, mais j'ai l'impression qu'il fait partie de ma troupe. Je dis pas qu'il m'appartient, au contraire, parce que j'adore l'idée que les troupes vaquent d'un film à un autre, que que les visages se transmettent d'un cinéaste à un autre. Ça, je trouve ça génial. Je déteste les gens qui gardent leurs acteurs pour eux. Je sais pas s'il y en a beaucoup, mais des cinéastes qui sont très possessifs comme ça. Ouais, c'est quelque chose que je comprends pas. Je prends tellement de plaisir à voir mes acteurs. Je dis mes acteurs quand même, mais les acteurs avec lesquels j'ai travaillé dans les films des autres. Mais peut-être que c'est encore plus narcissique en fait. On est tellement content de ces acteurs qu'on a envie de se voir partout en fait. Je crois que c'est génial d'écrire aussi pour quelqu'un qu'on connaît. Je parle pour toi là, mais d'écrire pour quelqu'un qu'on connaît, qu'on a vu, qu'on a regardé, qu'on a aimé, que voilà, c'est plus facile et c'est voilà. Eric Cantona, c'est quelqu'un que tu as aimé, Yann?
Mais oui, mais moi j'aime tous mes acteurs de toute façon, vraiment comme des petits frères, des petites sœurs. Donc oui, mais évidemment j'ai adoré travailler avec Eric. Ouais. C'est vrai qu'il avait déjà joué dans le dernier film d'HPG, acteur, réalisateur. Non, ce qui est bien avec Yann, c'est qu'il a vraiment voulu constituer une famille. Voilà, on est tous, je trouve que ça se sent dans le film, on est tous assez égaux, on est pareil, voilà, on est tous. Et ça, c'est rare et c'est vachement aussi agréable. Et l'idée de constituer une famille aussi, et voilà, c'est assez particulier, c'est bien. Naturellement, pour les gens qui me donnent de l'argent, moins. Non, ça c'était un vrai chemin de croix pour trouver de l'argent sur ce film. C'était 2 années de recherche de financement assez douloureuses en fait. On essuyait refus sur refus. Et je crois que ce qui m'a sauvé, c'est de refaire des courts-métrages en fait dans l'intervalle. 6 mois avant le tournage des Rencontres d'après minuit, j'ai refait 2 courts-métrages l'un après l'autre, tellement bout à bout. Et ça m'a redonné confiance, ça m'a fait un bien fou de rediriger des acteurs, de reparler à eux. Enfin, je ne veux pas dire que j'étais complètement isolé pendant ce temps, dans une espèce de cave comme ça en train d'attendre les réponses du CNC, mais je crois que ça nous met, enfin, moi déjà je suis quelqu'un qui doute en permanence, alors en plus qu'on essuie refus sur refus, c'est dévastateur. Critique pour son premier long métrage, les Rencontres d'après minuit, que j'espère que vous serez nombreux à venir découvrir ou redécouvrir tout à l'heure. Il avait déjà réalisé une poignée de courts fulgurants au début des années 90, peut-être vous en avez vu certains. 2000 ah, je suis allé un peu loin en arrière, alors oui. By the Kiss, Entr'acte, Jouer petite fille, Les Astres Noirs, le dernier c'est Land of My Dreams, je crois. Voilà, donc il est passé au long pour les Rencontres d'après minuit. C'est vrai qu'à Cannes il y avait beaucoup de films français cette année, mais celui-là était vraiment unique, singulier et se distinguait de tous ses amis cinéastes qui faisaient leur premier pas. Et donc on s'est dit les plus singulières et les plus incroyables que j'ai jamais vues moi sur un écran. Et donc il me racontait qu'elle était depuis des années cloîtrée chez elle, qu'elle avait une peur folle du monde extérieur. Et ça m'a vraiment fasciné. Et je pense que ça m'a aidé aussi à redéfinir un peu le personnage de la star qui est dans mon film, un personnage de star. Et donc voilà, j'ai découvert à ce moment-là Zo Zero. C'est un des rares films dans lesquels elle tient le rôle principal avec Les damnés après d'Alain Robbe-Grillet. Et voilà, c'est un film très très étonnant, vous allez voir. C'est un film quasiment monochrome en fait, qui se déroule à chaque fois dans une espèce de nuit bleue. Tout est bleu dans le film, quasiment tout. Et c'est un film que j'aime beaucoup par rapport à son casting aussi. C'est une espèce de troupe fantastique d'acteurs un peu Boltanski, sur un des derniers, c'est Conversation avec Jean-Luc Godard en 2009. Et puis aussi des fictions assez précieuses, assez étranges. Dehors dedans, déjà avec Catherine Jourdan en 1974. Et puis le Zo Zero que vous allez découvrir ce soir. Je vais laisser la parole enfin à Yann pour vous en parler. Merci Olivier, merci d'être aussi nombreux. Je trouve qu'il y a du monde pour ce film tellement étrange que vous allez peut-être découvrir pour la plupart. Je ne sais pas s'il y en a certains qui l'ont déjà vu. Pour ma part, moi c'est un film que j'ai découvert quasiment après l'écriture de mon scénario en fait. Donc il a plutôt influencé l'esthétique du film que l'écriture. Tout ça est parti d'une personne de ma famille qui par hasard a passé quelques jours, quelques nuits chez Catherine Jourdan, l'héroïne du film, qui est une des actrices les plus un peu fou des années 70,
Il y a Pierre Clémenti, il y a Aïda Vali, Gérald, Lisette Malidor, enfin des gens assez incroyables. Et j'adore ce côté très coloré, très singulier du casting. Et puis voilà, c'est surtout la présence de Catherine Jourdan dans le film que je trouve absolument ahurissante, notamment dans une des toutes premières séquences où elle chante, une espèce de cabaret fantôme, avec des personnages fantastiques, un peu mi-humains. Donc je vous en dis pas plus. De toute façon, je serais incapable de vous dire ce que raconte le film. Je crois qu'on s'en fout un peu. C'est un film qui nous balade comme ça, qui est une sorte de labyrinthe sensoriel dans lequel il faut se laisser plonger. Je vous souhaite une bonne projection, et puis ceux qui n'ont pas vu mon film, je serais ravi de pourquoi pas lui donner une belle carte blanche cette année autour d'Utopia, puisque c'est vrai que les rencontres d'après minuit ont beaucoup à voir d'une certaine manière avec une sorte de communauté comme ça utopique qui se crée dans ce film. Et puis donc Yann nous a proposé plusieurs films. La liste était longue et belle. Après il fallait trouver les copies et faire des choix. Donc on est quand même assez content. Je pense que Yann aussi, que des copies en 35 mm. La plupart proviennent de Cinémathèque. Donc ce soir c'est Zoo Zéro d'Alain Fleischer. Alain Fleischer, juste deux mots. Il est écrivain, le directeur de l'école supérieure nationale des arts contemporains, le Frénois, à Tourcoing, photographe et cinéaste. Il a fait beaucoup de documentaires sur Klossowski.